Bonjour à tous, je suis particulièrement heureux aujourd'hui parce que j'ai la chance de pouvoir assister Ilenia dans sa première intervention officielle pour le projet Résilience. Donc Ilenia, merci beaucoup. En plus, ce soir, on va parler d'un sujet que tu maîtrises très bien parce que tu as beaucoup d'expérience, que ce soit en tant que coach ou même ton expérience personnelle. Donc, ravi de pouvoir faire ce webinaire ensemble et je te laisse bien volontiers la parole pour que tu puisses introduire de quoi on va parler pendant un certain temps ensemble. Hello à tous. Bon, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc moi c'est Ilenia, donc je suis la conjointe de Will Janssens. Je suis aussi coach en ligne et athlète bikini IFBB. Voilà pour résumer. Et concrètement, ce soir, on va parler de la gestion des repas extérieurs, des repas de fête. Donc voilà. Ne nous en voulez pas pour le titre qui est pas très sexy, pas très attrayant. On savait pas trop comment l'appeler. Surtout, sachez qu'on va pas seulement se limiter au repas. On catégorise un peu de termes de cheat meal quand on est dans le milieu du sport et du bodybuilding. On va pas s'arrêter là. On va essayer d'analyser le sujet dans sa globalité. On va parler un petit peu des enjeux nutritionnels. On va parler des enjeux même des dimensions un petit peu sociales et comportementales. Vous allez voir, on va essayer d'imaginer plusieurs scénarios pour que on ne traite pas seulement de la nutrition ou des problèmes nutritionnels qu'il y aurait derrière certains types de repas, mais vraiment sur tout l'environnement global que stimulent, génèrent ces repas. Donc j'espère vraiment que ça vous plaira. Et puis, finalement, la période s'y prête. Prétexter les fêtes de Noël, c'était un moyen simple pour nous de vous parler de ça à ce moment précis. Donc, le premier point sur lequel on va discuter, Lénia, on veut vraiment veiller à dédramatiser ces repas exceptionnels. Il faut vraiment insister sur ce mot parce qu'ils sont exceptionnels, ils relèvent de l'exception. On le verra tout à l'heure, mais on parle concrètement que de quelques repas sur plusieurs milliers à l'année. Donc voilà, cette dimension dédramatisante, on va vous donner des tips. On va parler un peu de la notion de plaisir, on va parler un peu de la notion de raison parce que l'idée n'est pas non plus voilà, 100% free, je déborde complet et je rentre dans l'excès. L'idée est toujours la même, c'est de rester sur cette nuance, sur cette ligne du juste milieu, même si j'aime pas trop le terme. C'est vrai qu'elle est quand même assez positive. On parlera un petit peu de responsabilité personnelle, vous le verrez. Mais en tout cas, l'idée principale est de dédramatiser ces périodes-là. Bien sûr, ça c'est pour le contexte général. Si vous êtes concerné par des cas un petit peu plus spécifiques, on entrera dans les détails. Ilinia, tu nous parleras un petit peu de ton expérience en tant qu'athlète de compétition et même comment tu as pu gérer ces épisodes avec tes différents clients. On prendra un autre exemple avec quelqu'un qui veut perdre du poids et comment il peut gérer concrètement cette période de l'année. Quelqu'un qui souhaite prendre soin de sa santé métabolique ou alors qui est dans une phase où il souhaite faire une certaine relance ou concrètement il veut améliorer ce point-là. Et puis un dernier cas beaucoup plus spécifique pour le coup avec potentiellement si vous souffrez de TCA. Et enfin, du pratique 100% avec une mise en scénario, une mise en situation où on est attablé pendant les fêtes, on est au repas de Noël, on est 8-10 personnes à table, et puis sans doute que si on vous voit ne pas prendre un toast de foie gras ou si on vous voit ne pas vous resservir, il y a quelques remarques qui risquent de fuser et on va vous donner des éléments un petit peu pour que vous puissiez vous défendre et surtout que ces attaques, entre guillemets, ne vous submergent pas. Ok, on est sur le premier point, la dimension où on dédramatise ces faits. Concrètement, Ilenia, est-ce que tu penses, on va rester général, à 80% des cas, est-ce qu'on doit angoisser à l'idée que nos apports dépassent potentiellement nos besoins? Non, absolument pas. Ce dont on doit stresser, entre guillemets, c'est de faire quelque chose d'extrême aux alentours parce qu'on se dit, on a vu dans tel magazine, on a entendu telle fit girl qu'il fallait boire énormément de thé, de faire du cardio à jeun au préalable pour limiter les dégâts et de prendre des brûle-graisses et autres suppléments de toutes incroyables pour limiter les dégâts. Mais concrètement, c'est pas un repas qui va limiter les progrès ou votre évolution sur une année. C'est ce que vous faites au quotidien, c'est vos entraînements, c'est la qualité de votre sommeil, de votre environnement, de votre nutrition, votre bien-être psychologique, émotionnel, parce que ça joue énormément sur votre évolution.
Donc voilà, il faudrait plutôt se focaliser là-dessus et mettre votre énergie sur l'évolution de comment ça se passe toute l'année plutôt que sur les quelques repas. Vous allez profiter de voir vos proches et de partager des bons moments. Ouais. C'est un peu la phrase facile, on le voit un peu partout sur les réseaux, mais c'est style, comment dire, ton physique ou même ton mental, ta condition se construit sur toute l'année et pas sur ces trois jours. Donc on tient un petit peu le discours que tout le monde tient, mais malgré tout, ça reste profondément sensé de dire que voilà, c'est pas là où ça va se jouer. Et Oui, puis effectivement. comme tu le dis, en pratique, il peut y avoir plusieurs pièges. Typiquement, je prends l'exemple, on est le 25, vous avez votre repas en famille le midi. Bon, on va prendre le 24 plutôt, ça sera plus parlant. Le 24 au soir, on célèbre les fêtes en famille. Et là, on se dit, OK, bon, ben, je sais que le soir, je vais beaucoup manger. Donc le matin, je vais limiter un maximum mes apports, quitte à faire un petit jeûne intermittent. Au moins, il paraît que c'est intéressant, donc on va faire ça. Le midi, je vais exclusivement manger, je sais pas, je donne un exemple, hein, je catégorise pas, mais un blanc de poulet et des légumes pour rester le plus light possible. Et puis finalement, j'attends le repas du soir où là, je vais pouvoir me lâcher et me faire plaisir. Et concrètement, eh ben, on a voulu un petit peu limiter la casse entre guillemets, mais je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, c'est le meilleur moyen que finalement encourager des comportements extrêmes, être absolument affamé et finalement ne plus être dans la raison, ne plus être dans le contrôle de soi et littéralement craquer et faire plus de bien que de mal au final. C'est ça, Plus de mal c'est que de ça. bien. Surtout que, une fois qu'on a faim, inconsciemment, on va forcément manger plus. Je sais pas si vous avez déjà été faire vos courses après un snack ou après un repas ou avant d'avoir mangé, spécialement en déficit calorique. Si vous êtes en déficit calorique et que en plus vous allez faire les courses avant d'avoir mangé, c'est pas improbable que vous achetiez beaucoup plus d'aliments beaucoup plus caloriques, beaucoup plus gras et beaucoup plus sucrés, tout simplement parce que vous en aurez inconsciemment plus envie. Et si vous en avez la possibilité de les consommer de manière, entre guillemets, sans modération durant un repas, forcément, vous allez le faire. Ouais. Donc il faut être assez raisonné et pas tomber dans les extrêmes, mais retenez l'idée que si vous arrivez affamé au repas de Noël, déjà vous allez sans doute vous ruer sur tout ce qui est début du repas, donc les apéritifs avec les toasts de foie gras et j'ai même plus d'exemples en tête, mais bref, un condensé de densité énergétique. Donc à partir de là, vous allez déjà ingérer beaucoup de calories. Et puis après, le repas s'étendra sur les entrées, sur le plat, le plateau fromage, les bûches, les desserts, les mendiants, etc. Et vous n'en finirez plus. Donc, de manière très simple, si vous devez retenir quelque chose, essayez de ne pas arriver le soir, le 24 au soir, si on reprend l'exemple, affamé parce que toute la journée, vous êtes restreint en vous disant ouais, je vais combler toutes mes calories le soir. C'est ça. Mais pour autant, si vous êtes dans le monde du fitness, si vous voulez faire une perte de poids santé ou si même vous êtes un athlète qui voulait faire un décrassage ou autre cas qui est tout à fait possible, vous pouvez quand même mettre certaines astuces en application dont on parlera un petit peu plus tard. Ouais, on en parlera un petit peu plus tard. Je voulais Mais sans prendre, ouais, je voulais prendre l'exemple opposé. 90% des gens vont angoisser, entre guillemets, parce qu'ils vont sans doute dépasser leur maintenance calorique. Et globalement, c'est vrai. Mais tu as des exemples qui sont un petit peu plus rares et qui sans doute peineront à atteindre leur maintenance calorique pendant ces repas parce que finalement, si on s'y penche un petit peu, il suffit que, je ne sais pas pour quelle raison, ce sont les vôtres, vous évitez les foie gras ou certains aliments en entrée, que vous consommez des fruits de mer pendant votre repas et que vous orientez vers une dinde qui est une source de protéines maigres, et ben, vous retrouvez au final avec un repas qui n'est pas si riche que ça en calories. Et donc, au final, vous n'aurez littéralement aucune raison de vous angoisser parce que finalement, ce n'est pas si éloigné de vos habitudes. C'est ça. Et peut-être un bon moyen de voir si, entre guillemets, vous avez totalement dépassé vos apports ou non, c'est de voir est-ce que vous avez extrêmement chaud après le repas, est-ce que vous l'avez bien géré ou non, est-ce que vous avez envie de faire une sieste ou alors est-ce que vous avez envie de bouger, parce que ça peut vouloir dire est-ce que vous avez bien géré le glucose et l'énergie de ce repas ou non, mais aussi de voir est-ce que d'un point de vue digestif, tout se passe bien. Mm. Ça peut, parce que si vous mangez un petit peu tous les jours régulièrement des huîtres, de la dinde et ce genre de choses, que ça fait partie de votre quotidien et que vous faites attention sans faire trop attention, mais que vous n'avez aucun extrême durant le repas, vous ne voyez pas de différence de température, de battement cardiaque, d'envie de bouger ou peut-être de différence d'un point de vue digestif, peut-être que vous êtes très très proche d'un apport d'un point de vue macro, micro, nutriments, d'un apport de l'un de vos repas du quotidien. Ouais. Donc,
encore une raison de plus pour vous écouter, voir comment vous vous sentez et voir si vraiment vous avez totalement dépassé les limites ou non. Ouais, c'est un bon test, c'est sympa que tu le rappelles. On vous avait prévenu, c'est un live, enfin un webinaire où il y aura beaucoup de pratiques et de tips pratiques de ce genre. Vous penserez à nous dans les prochains jours si vous voyez autour de vous. Regardez vos proches, comment ils se comportent après le repas. Est-ce qu'ils filent aux toilettes? Est-ce ils ont tendance à s'endormir? Et comme tu nous disais tout à l'heure, Ilenia, à se mettre sur le canapé un petit peu au chaud parce que ils ont un gros coup de barre? Ou est-ce qu'ils sont plutôt là à déborder d'énergie, à enlever les pulls parce qu'ils ont trop chaud et à vouloir rigoler et pourquoi pas festoyer, quoi, en fait. Ouais, c'est ça. Alors après, regardez-vous aussi, mais c'est pas nécessaire de prendre le thermomètre et une montre Oui, bien connectée sûr. pour voir vos battements par minute et la température juste après votre repas de Noël. Ben voilà, Le mais ressenti fera l'affaire. voilà, le ressenti fera l'affaire. Donc ça, c'était pour la partie vraiment générale. Maintenant, si vous nous écoutez, peut-être que vous êtes dans un contexte particulier, peut-être que vous avez des objectifs bien spécifiques et que vous ne voudriez pas vous arrêter à des conseils aussi généraux qui soient, comme on vient de vous les présenter. Donc pour cela, on a essayé d'imaginer plusieurs profils, à commencer par peut-être le plus extrême, éventuellement un athlète ou une athlète qui arrive à cette période des fêtes. Ilenia, comment tu penses qu'elle pourrait, j'allais dire deal with it, parce qu'en anglais on dit comme ça, mais comment elle pourrait gérer, on va dire à nouveau, cette période-là? Qu'est-ce que tu lui recommanderais, toi? Est-ce que tu lui recommanderais de procéder par étapes? Est-ce que tu lui recommanderais de ne pas y penser? Quelles sont tes préconisations? Bon, déjà, la plupart des athlètes ont un préparateur. Donc, ce que je conseille aux athlètes, c'est d'écouter le préparateur et de Ouais. mettre en place ce que le préparateur nous demande de mettre en place, tout simplement. Moi, j'ai eu différents Noëls en tant qu'athlète. Le dernier d'il y a un an, j'étais. Qu'est-ce que j'ai fait? Je ne sais plus du tout ce que j'ai fait. Je crois que j'ai fait un repas tout à fait normal. Mais le précédent, donc 2018, sauf erreur, j'étais en préparation. En début de ma prépa, j'avais commencé ma prépa en décembre, tout début décembre. Ok. Et concrètement, j'ai pas fait en famille parce que ça m'aurait beaucoup trop stressé d'avoir toutes ces sources alimentaires qu'on me demande de me servir ou comme ça, même si ma famille est très gentille et qu'elle ne me met pas du tout la pression par rapport à ça. Parce que j'ai été une enfant compliquée, on va dire, donc maintenant ils savent qu'ils doivent pas m'imposer quoi que ce soit d'un point de vue alimentaire. Mais concrètement, ça m'aurait trop stressée. Je l'ai fait avec des amis bodybuilders. Et concrètement, même si eux, ils faisaient Noël et qu'ils mangeaient en bonne quantité, moi, j'avais mon Tupperware, j'avais tout pesé au préalable. Mais j'étais en sèche et j'étais pas du tout en avance par rapport à mon objectif. Donc voilà, j'ai pris mon Tupperware. J'avais un petit peu plus que prévu, mais pas des quantités énormes non plus. Donc voilà, j'ai juste suivi ma diète. Là maintenant, je suis pas du tout en phase de préparation de compétition, je suis en phase de décrassage parce que moi, je sais que je peux pas perdre 20 kilos d'un coup. J'ai à peu près 17 à 20 kilos à perdre avant d'être prête sur scène. Mais là, je préfère enlever 5 à 6 kilos au préalable et je suis dans cette phase-là de décrassage pour être juste un peu plus propre avant de commencer une bonne sèche. Et concrètement, je me suis quand même autorisée le repas du 20 avec la famille de mon côté. Et puis, ce sera le 26 avec le repas de la famille de Will. Alors, le premier, je me suis autorisée 1500 calories pour le premier repas et c'était vachement cool. J'ai bien profité et je me suis servi 2 fois du dessert. Tout s'est bien passé. Et le 26, j'aurai, je crois, à peu près 1000 calories aussi. Donc, c'est un petit peu moins. Mais voilà, après, je ne vais pas avoir d'autres repas libres dans les semaines, mois à venir parce que je ne suis pas du tout en avance. J'ai quand même entre 500, ouais, en tout cas 500 grammes à perdre par semaine et avoir des repas libres par-ci, par-là. C'est pas évident, surtout quand on est un ventre sur pattes et qu'on a besoin d'un bon index de satiété. Si on mange énormément plus une fois par semaine, ça veut dire que les autres jours, on doit beaucoup plus diminuer. Et c'est moins évident pour assurer les entraînements, la récupération, le sommeil et la gestion de la faim. Et de la concentration aussi pour mes coachings. Voilà. Mais maintenant, je suis ma propre coach, donc je me connais vraiment bien et je sais ce que je dois mettre en place pour évoluer, ce que je peux me permettre ou non et quand je dois être plus stricte avec moi-même. Mais ça, je pense qu'on pourra en discuter peut-être une autre fois, comment apprendre à se connaître et à se coacher soi-même. Ouais, carrément, avec grand plaisir, c'est un sujet qu'on pourrait traiter. On retient, je retiens. Et, et s'il y a des athlètes qui sont comme toi leur propre coach,
Donc j'ai bien compris que la règle de base, c'est en discuter avec son préparateur et d'appliquer ce qu'il préconise et de lui faire confiance parce qu'il doit avoir ses raisons. Mais si c'est Mhm. le cas de quelqu'un qui est comme toi, qui est auto-coach, si on peut dire, est-ce que tu lui conseillerais, par exemple, alors il n'y a même pas besoin d'être un athlète. Moi, j'avais vu des sortes de programmation, qu'on soit un pratiquant de musculation avancé, où justement on anticipait cette arrivée des fêtes en prévoyant une période de déficit, accentuée plus ou moins ou non, et même, pourquoi pas, profiter des quelques jours de fête pour effectuer une sorte de recharge, ou alors même, je sais, tu m'avais parlé, toi, de pourquoi pas de maintenance, parce qu'on fait des phases de maintenance quand on fait un déficit calorique. Est-ce que tu juges Oui, ça pertinent? oui, bah moi personnellement, là, j'ai 2 semaines de maintenance. La Ouais. maintenance, comme Will en avait parlé dans son livre Les secrets de la sèche, en soulignant l'étude de Matador. Quelque chose qui est très très intéressant pour un athlète, monsieur, madame, tout le monde, peu importe, hein, vous effectuez une perte de gras. Euh, Apprendre à maintenir le poids perdu est un apprentissage en tant que tel, et le faire durant la perte de poids peut être très intéressant, notamment pour diminuer un petit peu les adaptations métaboliques, mais surtout pour apprendre inconsciemment, ok, bah, j'ai un taux de masse grasse plus faible, j'apprends à mon corps à manger au quotidien normalement dans les quantités qui font que le poids se maintient, que le taux de masse grasse se maintient, que les mensurations ne bougent pas. Ou si ça bouge, c'est quasiment rien, c'est juste les stocks de glycogène musculaire qui se remplissent. Et que concrètement, on apprend vraiment à se maintenir. C'est pas on a fini notre sèche, pump it up, McDo tous les jours. Ouais, ouais. Donc voilà, ça peut être très intéressant. Et si je peux en revenir pour l'athlète, une athlète qui, ou un athlète qui se coach lui-même, bah, ça dépend vraiment les fêtes, comment il va le gérer, son rapport avec l'alimentation, son rapport avec sa famille et surtout dans quelle phase il est. Est-ce qu'il a une compétition? Est-ce qu'il prépare Colmar, une compétition qui est par exemple en mars-avril? Est-ce Ouais. qu'il a une compétition? Est-ce qu'il est en avance? Est-ce qu'il est en maintenance? Est-ce qu'il est en prise de masse? Dans quelle phase il est? Ce genre de choses. Mm. Vraiment à voir comment, ouais, dans quelle phase il est en fait de son évolution. Dans quelle Parce que phase c'est sûr que s'il a une compète début de 2021, début d'année qui arrive ou dans les semaines qui viennent, et qu'il n'est pas forcément en avance et qu'il répond peut-être pas forcément bien au repas libre ou qu'il sait qu'il en abuse sans souci, Mm. que ça devient vite une orgie, comme ça peut être le cas pour pas mal d'athlètes. Malheureusement, en post-compète, c'est très connu qu'il y a des énormes excès qui se font et des gens qui ont besoin de combler le mal-être, entre guillemets, qu'il y a en prépa et en sèche, qui est mal vécu par certains athlètes, malheureusement, et qui est malheureusement encore très tabou. Ouais. Donc, Ok. typiquement, si on gère mal le post-compète, les repas libres, ce genre de choses, et que bah, on sait que c'est pas pour nous, peut-être mieux vaut apprendre à son rythme, apprendre à gérer ses repas. Ça peut être une bonne occasion justement d'apprendre à gérer ses repas parce que Mm. c'est un apprentissage en tant que tel, de savoir gérer l'extérieur, de savoir gérer quelque chose qui change de notre quotidien, un pattern différent. Mm. Donc voilà, c'est toujours du cas par cas, hein. Bien sûr. Donc cette programmation, elle dépend de l'échéance, en fait, comme tu viens de le dire. De l'échéance à C'est venir. ça, la capacité de gestion d'un repas libre, de l'environnement, de la famille, ce genre de choses. Est-ce que par hasard, bon, c'est une question un peu qui déborde du sujet, mais est-ce que les compétitions de bodybuilding prennent en compte dans les dates établies ces fêtes de Noël, enfin cette proximité avec décembre et janvier? Parce qu'il me semble que la majorité des compétitions, ou du moins les plus importantes, sont pas très loin justement de ces mois-ci. Ouais, alors on dit souvent que dans le monde du body, il y a un petit peu deux saisons. La première saison, c'est souvent entre, je dirais, mars à mai-juin, quelque chose comme ça c'est la première saison. Et la deuxième saison, qui est souvent un peu plus importante, là où il y a souvent un peu plus de championnats, où il y a aussi typiquement l'Olympia, qui est la plus grande compétition mondiale de bodybuilding. Tout se passe surtout dans la deuxième saison, qui est entre, je dirais, septembre à décembre, du coup. Ok. Donc voilà. Ouais. Après, il y a des qualifications des compétitions de qualification, je vais y arriver, qui sont plutôt en début d'année pour pouvoir concourir en fin d'année. Ok. Donc voilà, ça dépend. Il y a des athlètes qui doivent concourir un peu tout le temps. Mm. Typiquement, les athlètes professionnels, souvent pour pouvoir aller un peu plus haut, il faut concourir très régulièrement. Ah oui. Un petit peu comme Donc voilà. Après, j'ai jamais discuté avec des préparateurs qui m'ont dit: ah ouais, j'ai planifié les repas de Noël pour mon athlète. ouais. Ça doit exister, je suis certaine, mais j'en ai pas encore entendu parler. Et je connais même une copine qui a fait son mariage et elle était en diète de prépa. Ah oui, Donc, quand même. Ouais. Ok. mais si elle était heureuse comme ça, elle était Bien trop sûr. fière de son.
Donc voilà, si elle est épanouie comme ça, bah, les gens vont se dire, mais attends, t'es en restriction durant ton repas de mariage. Mais si elle est plus heureuse ainsi, bah, tant mieux, franchement. Tout à fait. On est bien d'accord. Alors, ok, première étape, on anticipe, que ce soit un athlète ou même un pratiquant avancé, hein, il peut appliquer ça. Il anticipe. Ensuite, on a parlé de ruse. Clairement, il faut faire preuve de stratégie une fois qu'on est à l'instant présent, on est face aux faits. Qu'est-ce que l'on pourrait faire sur quoi pourrait-on s'appuyer, Lénia, pour justement un petit peu ruser cette période, faire en sorte que, ben voilà, clairement, on la contourne un peu, enfin, on l'affronte, on fait avec, sans pour autant ben, perdre nos efforts ou limiter un maximum la casse. On parlait tout à l'heure de l'expérience, pouvoir compter sur son expérience. Ça paraît simple dit comme ça, mais mine de rien, quand on est un athlète, déjà, rien que la définition athlète, on ne l'est pas depuis quelques mois, donc forcément, on a quelques années derrière nous, et forcément que l'on en a passé des fêtes et des événements et des repas et des situations un petit peu exceptionnelles. Donc, je ne sais pas si tu es d'accord, mais je pense que c'est quand même important de pouvoir se référer à son expérience et pouvoir compter dessus un petit peu à l'image de la résilience, c'est un petit peu s'inspirer du passé, de ses influences, bon, bah, pour avoir tiré des leçons de ce qui s'est passé et ajuster, adapter en fonction des nouvelles situations. Mhm. Ouais, clairement. Quelque chose qui peut être intéressant à mettre en place si vous êtes dans le monde du fitness, que vous avez vraiment envie d'évoluer, bien sûr, de faire les fêtes sans accès, mais de les faire. Et pour autant, d'utiliser l'intérêt de ce surplus calorique et de cette richesse en nutriments, ou alors même pour un repas libre. Moi, je le fais en prise de masse pour maintenant, c'est environ entre 1 à 3 repas libres par mois quand je suis en prise de masse. Et concrètement, moi, j'adore les pizzas 4 fromages. Et je fais toujours mon groupe musculaire point faible avant ou alors que j'ai envie de maximiser. Typiquement, je suis une bikini, c'est les épaules et les fessiers, voilà, le cliché total. Avant une pizza 4 fromages ou avant mon repas de Noël. Pourquoi? Parce que la synthèse protéique, donc la fameuse MPS, Muscle Protein Synthesis, donc la synthèse protéique musculaire, sera plus importante après votre séance d'entraînement. Vous pouvez compter en tout cas un jour sans souci après votre entraînement. Génial. Donc, C'est un super tips. Si vous avez l'occasion de vous entraîner pendant le jour des fêtes, travaillez votre point faible pour après maximiser la synthèse protéique. Top. La c'est NIT, ça. la NIT, toi, t'en fais. On voit souvent en story et dans les montagnes, dans tes paysages magnifiques avec des pentes un petit peu raides. Forcément que ça a son intérêt sur ces périodes-là, par exemple d'aller marcher un petit peu avant ou même après ces gros repas. Ouais, bon, moi j'étais en semaine de recharge, donc j'étais pas censée marcher autant que d'habitude, entre guillemets, autant qu'en déficit, parce que c'est un peu mon cardio. Moi, de marcher en extérieur, j'aime beaucoup ça. En plus, j'écoute des podcasts où je réponds à mes clients, donc je trouve que c'est vraiment un gain de temps et ça fait du bien. Et surtout que j'ai un cardio assez lamentable de base. Donc, moi, j'aime bien améliorer ça, surtout marcher en altitude, en montagne, ça fait énormément de bien. Mais après mon repas de fête, c'est le premier que j'ai fait, ou tous les repas extérieurs que je fais, je ressens le besoin de bouger parce que j'ai trop d'énergie à dépenser. Et si je dépense pas cette énergie, je vais pas dormir. Donc il faut que je bouge, j'ai besoin de bouger en fait. J'ai besoin de disperser cette énergie et du coup, j'ai été me balader après mon repas de fête dans la neige. Mais t'es allé te balader tout simplement parce que spontanément, tu en avais envie et tu n'étais pas contraint et forcé parce que tu t'es dit, oula, j'ai trop mangé, donc vite, il faut que j'aille le dépenser. C'est quelque C'est chose ça. qui est Et complètement... surtout, je devais pas trop marcher normalement parce que j'étais en semaine de recharge, donc Ouais, je ouais, devais diminuer un peu tout ce qui était dépenses en fait et augmenter les apports. ouais. Donc, c'était absolument pas nécessaire, mais je ressentais le besoin parce que trop d'énergie, quoi. Bon, super. Et dernière étape, malgré tout, profiter. Ça reste des moments de réunion en famille qui sont rares. Donc voilà, c'est aussi important de ne pas avoir, d'être figé dans ses pensées avec, oulala, comment je vais gérer ça, comment je vais appréhender ça. L'idée de l'anticipation, c'est aussi pouvoir se permettre, une fois qu'on est dans les faits, dans l'action, de pouvoir être plus flexible et souple. Donc, euh, encore une fois, ça a évalué dans le contexte avec tout le reste, mais profiter, c'est la troisième étape qui nous semblait quand même importante de souligner, Elénia.
Oui, bah, clairement, l'objectif des fêtes, c'est avant tout de se réunir. Mm. Bien sûr, il y a un intérêt, entre guillemets, religieux pour certains. Il y a un intérêt, commercial pour les entreprises. Mais je pense que pour la plupart des gens, l'intérêt des fêtes actuellement, c'est surtout de se retrouver, surtout quand on a eu une année aussi, spéciale, si je puis dire, que celle de 2020. Ça peut être chouette de se retrouver, de ne pas se prendre la tête, de voir comment évoluent les autres, comment ils se sentent pour, bah, passer du bon temps avec ceux qu'on aime, tout simplement. Ouais, bon, super. Ok, pour l'athlète de compétition, on transite tranquillement vers quelqu'un qui a entamé ou entame, je ne conseille pas d'entamer une perte de poids pendant les fêtes de Noël, mais à la limite, pourquoi pas. Mais disons qu'il a entamé il y a plusieurs mois en arrière ou plusieurs semaines, je ne sais pas. Mais il se trouve pendant ces fêtes, quel conseil on pourrait lui donner, Ilenia, pour limiter ou alors poursuivre sa perte de poids, ça dépend. Peut-être que c'est une période où il devrait s'alléger, mais d'une autre manière, comme on le mentionne sur les slides. Et donc là, concrètement, on dit on ne s'allège pas sur la balance, mais on s'allège l'esprit, on s'allège au niveau psychologique, on se détend, on met un petit peu de lest. Ça, c'est à vous d'en juger en fonction de vos contraintes et de votre situation personnelle. Ça reste malgré tout un conseil qui paraît très simpliste à nouveau sur le papier, mais qui peut être terriblement puissant et qui peut aussi vous remotiver ensuite derrière. On n'est pas dans le scénario où, OK, j'ai fait des excès et je culpabilise, donc de suite je m'inscris à la salle de sport, si c'est possible d'ailleurs, ou de suite j'essaye vraiment de perdre drastiquement du poids. Amandine m'avait dit une fois que c'était la période où les ostéos et les kinés avaient le plus de travail après les fêtes, parce qu'il y avait plein de lumbago Ouais. justement, et parce que les gens étaient Ouais, bah, moi, sous-estimés. je coachais en salle et là où on se faisait le plus de contrats, c'était en tout début d'année parce que les gens, les bonnes résolutions! Ouais, voilà. Non, mais à part ça, ça peut être un très bon moment à la fin d'année, à la fin d'un cycle et cette période de repli où bah, la nuit, elle prend le dessus, où il y a ce solstice d'hiver avec le 21, qui est donc aussi appelé Yule, cette fête de fin d'année qui est plus naturelle d'un point de vue cyclique, où il y a cette phase de repli où la nature, elle prend son repos et on prend nous aussi notre repos et on va commencer un nouveau cycle de production. Et ça peut être bien de, du coup, mettre en place de nouvelles choses, faire le bilan de ce qui s'est passé durant une année. Bon, ça, c'est plus psychologique et moi, ce que j'aime faire le bilan de cette année. OK, quels sont nos objectifs? Parce qu'on commence quand même un nouveau cycle. Donc, ça a un certain sens, même si c'est au quotidien qu'il faut mettre de bonnes habitudes et pas juste le 31, enfin, juste le Ouais, 1er et le 2 janvier, mais que c'est toute l'année qu'il faut faire au mieux par rapport à ses capacités. ouais. Donc là, pour le coup, on va un petit peu à l'inverse du discours où justement les influenceurs ou sur les réseaux sociaux, tu sais, il y a cette fameuse phrase qui dit n'attendez pas le 1er janvier pour prendre de bonnes résolutions, agissez maintenant, agissez quand c'est possible. On est d'accord avec ça, mais tu viens de dire comme Mmh. l'importance de prendre un peu du recul sur les événements passés pour préparer les événements futurs. Donc à nouveau, c'est un jeu d'équilibre et de balance. C'est ça, et de s'écouter. Et puis, bah, le corps est cyclique et même, surtout quand on est une femme, on sent qu'il y a des phases de notre cycle où on est plus productive et d'autres où on a besoin de plus de repli. Et Ouais, il y a des moments où on arrivera à mettre beaucoup plus des nouvelles habitudes en place. Et d'autres moments où on sera plus bah, toute seule, des fois où on aura envie de créer, de planifier, de savoir ce qu'on va mettre en place. Et d'autres moments où ce sera plus bah, exécuté. ouais, Donc, écouter ces cycles, mais le cycle de la nature, je trouve que c'est quand même quelque chose de sympa de s'y caler. Mais après, voilà, ça, c'est ma sensibilité personnelle. bien sûr. Si on devait donner des conseils très pratiques à nouveau, privilégier les protéines, c'est une bonne base. Pourquoi? Pour la satiété, pour la faible densité calorique, entre guillemets, par rapport à l'alcool et aux lipides. Mais ça reste peut-être le premier facteur sur lequel il faudrait être vigilant, Ilenia, les protéines. Ouais, effectivement. Et moi, j'aime bien aussi consommer. Alors, moi, j'en ai dans mes repas de Noël, c'est des crudités, des légumes crus. Bon, c'est pas le plus optimal d'un point de vue, entre guillemets, assimilation de tous les nutriments, mais d'un point de vue satiété, d'un point de vue avoir des choses sympas qui croquent en début de repas, avoir un verre d'eau ou une tisane, je trouve ça sympa. Le but n'est pas non plus de se surhydrater, mais de ne pas être déshydraté pour avoir une fausse faim qui est liée du coup à la déshydratation. Ok. Bon, les crudités, si c'est une carotte, on a tout bon. Oui.
Donc, ok, alors bon, c'est rare qu'on retrouve des plateaux de crudités sur les apéritifs de Noël. Mais bon, pourquoi pas à la limite. On pourrait aussi innover et dire à nos proches, bon, ben allez, vous allez vous gaver entre guillemets le reste du repas, mettez-vous un petit peu au vert avant. Ouais, pour moi, ma maman, elle fait ça. Ah C'est bon, trop bah cool. super, tu vois, écoute, ça dépend encore une fois des familles de chacun. Ouais, Euh, c'est ça. les Mais légumes, dans ma famille, il y a tout le monde qui a apporté à manger. Dans la famille avec Will, ce sera de nouveau ça. C'est tout le monde qui apporte un peu ses spécialités et on goûte de ce qu'on veut. Et puis voilà, chacun mange ce qu'il veut. Donc ça reste très, très chouette, très convivial et très sain où il n'y a pas de jugement, où tout le monde doit goûter de tout, de la tarte à mamie. Tout le monde est obligé de manger du foie gras. Donc ça va, il n'y a pas de pression malsaine. ah, super. C'est les repas canadiens, enfin, c'est sur le principe des repas C'est le canadiens. Là. principe repas canadien, ouais. Ok, top. Mais en Suisse. Mais en Suisse, bon, écoute, pourquoi pas. Elles ont le C'est point ça. en commun avec l'hiver, le froid, la neige. Oui. Identifier les sources de lipides, clairement, c'est la principale menace. On va en reparler dans la slide suivante. Mais on a très vite fait d'exploser, si je puis dire, ces quotas lipidiques sur un repas type de Noël. Pourquoi? Parce que déjà, en règle générale, dans notre alimentation, c'est très facile d'atteindre ces quotas. Ils sont un petit peu dissimulés partout, ces lipides, et pas simplement dans les aliments entiers. On a tendance à en rajouter. Enfin bref, c'est un autre débat. Mais sur vos tables de Noël, si vous vous penchez un petit peu dessus et que vous avez quelques notions en nutrition, vous vous apercevrez très vite que, sans vous affoler, il y a du gras partout. À commencer par le foie gras, bien sûr, mais ça se poursuit après dans la cuisson des aliments. Si on fait une dinde, bon ben voilà, on l'assaisonne particulièrement de matière grasse. Les pommes de terre revenues dedans, pareil. Les châtaignes, les marrons, pareil. Si on a le bon réflexe, entre guillemets, de faire des légumes, bon ben on va les noyer dans l'huile et ainsi de suite. Et puis après, on arrive au dessert, et puis après, il y a les mendiants avec les fruits secs et les pâtes de fruits, et etc. Et on n'en finit plus de bombes caloriques. Donc, essayez de vous limiter à ce niveau-là. C'est stratégique dans le sens où les lipides sont très denses énergétiquement parlant. On ne va pas vous rappeler les valeurs, mais voilà, vous avez très vite fait, et sans parler de satiété à nouveau, parce que les protéines ont cette qualité de rassasier, les glucides aussi. Les lipides, une noix d'huile ou de beurre, ben, ça équivaut à, je ne sais pas en termes de visuel, mais bref, au double ou au triple de quantité de protéines ou de glucides. Donc faites attention à ça. Faites attention entre guillemets. Hein. C'est si vous voulez faire les choses bien, si vous voulez entre guillemets limiter la casse, mais on vous encourage à les identifier, pas les mettre de côté totalement, mais à les considérer. Et voilà, c'est de cette manière qu'il faut voir les choses. Il faut les considérer. Si par exemple on a envie de se resservir, bon ben on a envie de se faire plaisir, peut-être éviter la source de lipides la plus importante. C'est difficile hein, parce qu'on va directement être attiré par ça. Hein, j'en ai bien conscience. Et moi le premier. Mm. Mais gardez en tête voilà, les choses que je viens de vous dire. Est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Ilenia, dans les conseils perte de poids? On est resté dans des stratégies pas mirobolantes, pas très impressionnantes. C'est des conseils simples que tout le monde peut appliquer. Est-ce que tu vas aller un petit peu plus loin ou on reste à ça et on ira un petit Ouais. peu plus loin dans les autres slides? Bon, après, moi, je mangeais très lipidique à mon repas de Noël, surtout que moi, je suis habituée à manger très peu lipidique. Ouais. Et je ne suis pas un bon exemple parce que moi, j'avais envie de vacherin. Ceux qui ne connaissent pas, le vacherin Mont d'Or, c'est un fromage très fondant et coulant que j'ai mis sur mes patates au repas de Noël et j'en ai pris plus de 200 grammes. Donc, je ne suis pas un exemple. On connaît un petit peu dans les Landes, le Pays Basque, notre fromager avec qui on avait pu travailler sur le hibou coton. Il nous en avait fait goûter des Monts d'Or et c'est vrai que c'est quand même excellent. Tu as déjà essayé de faire chauffer le Mont d'Or et de le mettre coulant sur un plat ou sur du pain? Ouais, c'est ce que j'ai fait, ouais. C'est comme ça que j'ai dégusté. Ouais, c'est Le vrai concept est pas mal. que le concept est plutôt pas mal, on est d'accord. Mais Ok, après, voilà, je savais que c'était mes lipides, que ce jour-là, ce serait beaucoup plus élevé. Et typiquement, j'avais déjà programmé le jour même où moi, je suis quasiment totalement végétarienne, je mange juste du foie. Donc, j'ai pas mangé d'autres sources, entre guillemets, de protéines animales à ce repas de Noël, hmm, à part du fromage. Et concrètement, les autres sources de lipides que j'avais sur ma journée, alors il y avait du gâteau, du dessert forcément, mais il y avait autrement peut-être un ou deux jaunes d'œufs. Le reste, c'était des blancs d'œufs que j'ai cuisinés sur ma journée en fait, que j'ai cuisiné ok, en crêpes. Et puis voilà. super. Mais j'étais quand même beaucoup plus élevée ce jour-là en lipides que les autres jours et du coup j'ai adapté sur la semaine.
Mais après, voilà, c'était assez simple puisque j'étais en maintenance cette semaine. Ouais. D'où l'intérêt que je pense que même enfin, surtout pour monsieur, madame, tout le monde qui est en perte de poids, c'est très intéressant d'apprendre à faire une phase de maintenance, même si vous êtes sur une perte de poids et que vous avez juste perdu 1 ou 2 kilos et que vous êtes au tout début. Apprenez à avoir une semaine de maintenance et apprenez à faire ces repas libres en maintenant, entre guillemets, votre taux de masse grasse. Bien sûr, il y aura des fluctuations de poids le lendemain des fêtes. Peut-être que vous allez perdre du poids. Peut-être que vous allez juste faire de la rétention d'eau. Peut-être qu'en 2 jours, c'est parti. Peut-être qu'en un jour, c'est parti. Vous allez voir, vous allez découvrir comment fonctionne votre corps. Mais je vous conseille vraiment, si vous êtes en perte de poids durant cette période, de faire 2 semaines de maintenance entre les différents Noëls, si on a plus ou moins beaucoup de familles autour de nous qui veulent faire Noël avec nous, et peut-être le repas de Nouvel An, si vous en avez un. Ok. Bon, c'est ultra intéressant et finalement, j'aimerais bien rebondir sur ce que tu as dit. Tu parles de rétention d'eau. Est-ce que les lendemains de repas excessifs, on va dire, c'est normal de faire de la rétention d'eau? Est-ce que ça ne serait pas révélateur d'un certain dysfonctionnement? Qu'est-ce que tu pourrais nous dire là-dessus? Que c'est un sujet très complexe. Je peux apporter quelques pistes du peu que je pense comprendre de ce sujet qui est très complexe parce que d'une personne à l'autre, ça peut très facilement changer. Ouais. Moi, je sais que j'ai d'énormes fluctuations de poids, même en prépa, quand je mange les mêmes choses aux mêmes heures, que je vais à celle aux mêmes heures, que je m'entraîne aux mêmes heures, que je dors aux mêmes heures, que je fais tout pareil. Je peux avoir des plus ou moins 1 kilo sur une semaine sans souci, même en étant en aménorrhée. Donc, c'est spécial. Je sais que j'ai beaucoup de fluctuations de poids et je sais que j'ai des clientes à moi, je leur fais un repas libre et puis elles bougeront pas le lendemain d'un point de vue poids. Mm. Et moi, je sais que si je fais un repas libre, le lendemain, je serai moins lourde parce que ça diminue souvent un petit peu mon stress, que je suis plus veineuse, entre guillemets, même si j'ai pas beaucoup de veines, mais je sens que voilà, mon muscle, il est bien plein, mes stocks de glycogène, ils sont là et c'est top. Et je sais que j'ai des copines bikini que elles, si elles font un repas libre en extérieur, elles seront pleines de flotte. Le lendemain, elles auront le ventre ultra gonflé, elles seront ballonnées, elles n'arriveront pas à s'entraîner, elles seront pas bien du tout. Ok. Donc voilà, on a tous une capacité de gestion des repas libres d'un point de vue métabolique qui est très différent. Et c'est pas parce qu'elle est entre guillemets médiocre à un moment donné, ça veut dire qu'on est pleine de flotte et tout ça. Désolée pour mes copines bikini, mais voilà, on est d'accord là-dessus. Un repas libre, quand on est sèche, ça peut dégrader totalement un physique, malheureusement, si on a une mauvaise gestion des repas libres. Et pour autant, il y a des bodybuilders qui, eux, ont une excellente gestion de ces repas, entre guillemets, un peu plus libres ou sales. Et ça s'appelle un cheat load, donc cheat comme la merde en anglais, et qui se fait des fois avant les compétitions. C'est souvent dans les compétitions pour les hommes où il faut avoir une grande vascularité, pas mal d'insertion musculaire et être assez fibreux. C'est pas juste être sec, c'est vraiment un stade supérieur. Et le fait d'avoir ces repas un peu sales, ça relance la machine. Je ne sais pas comment le décrire, mais les lendemains, ils sont beaucoup plus veineux, beaucoup plus tracés. Et il y a souvent aussi un petit mélange d'hormones et de produits chimiques qui aident des fois pour aider ça Mm. aussi, et des diurétiques. Donc voilà. Mais je sais que ça peut faire partie de protocoles pour être plus sec et avoir un meilleur physique. Ok. Tout ça pour dire que notre gestion des repas libres, elle varie d'une personne à une autre, Ouais. et que ça peut être intéressant de voir comment on gère pour voir si on a un plus ou moins bon métabolisme pour gérer ces repas libres. Ouais. Je vais répéter pour les personnes qui auraient pu être surprises, parce que ça peut sembler contre-intuitif, mais tu nous as bien dit que quand toi, tu avais un repas hyper important, le lendemain, tu perdais du poids, alors que certains... Ouais. Donc, c'est vraiment un exemple qui illustre la capacité de chacun à gérer les calories, à gérer en fait. Et donc, typiquement, ça peut être un test. On vous disait tout à l'heure que en fonction de votre comportement, de votre attitude après un repas, ça pouvait témoigner si vous y avez bien réagi. Le lendemain matin, pareil, si vous vous sentez un petit peu vaseux, un petit peu nauséeux, un petit peu flotteux pour être vulgaire. Je crois qu'on dit ça dans le milieu. On est flotteux parce qu'on Ouais, a l'impression de... Bon, ça veut dire que potentiellement, comme vous le disiez, Ilenia, il y a un petit souci, un petit dysfonctionnement au niveau métabolique parce que vous n'avez pas réussi, votre corps, votre organisme n'a pas réussi à gérer, c'est vraiment le terme, toute cette arrivée d'énergie et donc qu'il a stocké à court terme. ouais. Et pour autant, il ne faut pas se blâmer parce qu'un métabolisme, c'est un petit peu comme si on prend une photo de vous à l'instant T. Dans 2 mois, vous aurez peut-être changé, ne serait-ce que de coupe de cheveux. Et un métabolisme, c'est en perpétuelle évolution en fonction de votre santé mentale, enfin, de beaucoup de choses dont on parle
formation résilience. Et concrètement, moi, je sais que j'ai eu des troubles alimentaires quand j'étais adolescente et j'étais aussi végane. Et je sais qu'à cette période-là, quand je faisais des crises de boulimie ou que je mangeais en extérieur ou peu importe, même un repas entre guillemets très très pauvre en calories, j'étais shootée et crevée l'après-midi, quoi. C'était très dur parce que je travaillais en entreprise et en même temps j'étais employée de commerce en entreprise, plus je faisais une formation maturité intégrée, donc si jamais pour aller au gymnase, donc j'avais beaucoup de travail et c'était très très dur parce que peu importe ce que je mangeais, je le gérais pas bien, que ce soit très peu calorique, beaucoup de fibres, je gérais rien en fait. Et c'est très 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 dur au quotidien d'avoir ces énormes fluctuations d'énergie et de concentration quand le métabolisme est bas. Et pour autant, on peut l'améliorer parce que un métabolisme, ce n'est pas figé. Super. C'est important que tu le rappelles et c'est génial parce que ça fait le lien avec la slide suivante. Donc, comme le rappelle Iléna, si vous nous connaissez un petit peu, vous savez qu'on s'inscrit dans cette approche qui soutient le métabolisme énergétique. C'est un peu notre ligne conductrice parce qu'on ramène tout à cela et on se dirige en fait dans un but commun. On encourage cette production d'énergie cellulaire et c'est notre leitmotiv à nouveau. C'est notre moyen de justification si une action est bien ou mal. Est-ce qu'elle inhibe le métabolisme ou est-ce qu'elle l'encourage? C'est très résumé, cette notion d'équilibre et d'opposé, mais globalement, voilà, c'est notre approche, notre démarche. Donc, ne vous étonnez pas si là, on parle spécifiquement de santé métabolique parce que ceux qui nous écoutent, ceux qui nous suivent, ont à cœur cette approche et souvent sont dans une démarche d'amélioration du métabolisme. Donc, cette slide s'adresse à vous, mesdames, messieurs, qui veulent prendre soin de leur santé métabolique pendant les fêtes de Noël. Donc, on vous a exposé à l'écran les principales menaces qui gravitent autour de ces périodes et de ces repas. Concrètement, ce sont les lipides, on a pu l'introduire dans la slide précédente, et l'alcool en excès. Et puis, je vais essayer de vous détailler un petit peu ces parties-là et vous allez voir que les deux sont finalement interconnectés. Alors, si on commence par l'alcool, les limites de la consommation d'alcool se basent, il me semble, à 2 voire 3 verres et en une seule prise ou alors en une seule soirée. Donc ça, c'est vraiment les recommandations. Il ne faudrait pas dépasser parce que c'est là où les risques les plus importants pourraient potentiellement se manifester, pas dans l'absolu, pas dans l'immédiat, mais à plus long terme. Donc, il faudrait respecter cette limite de 2 voire 3 verres. En règle générale, ce seuil, il est plus large pour les hommes et il va être moins important pour les femmes. Mais encore une fois, c'est global. En pratique, Oh, j'ose te demander, ouais, ce seuil de 2-3 verres, au-dessus de ce seuil, qu'est-ce qui se passe concrètement? C'est d'un point de vue métabolique que c'est problématique, d'un point de vue ressenti, d'un point de vue de nos actions? alors dès 2 verres, il peut y avoir un impact hormonal et sur les statuts en vitamines et minéraux. Je vais le détailler un petit peu, mais c'est surtout c'est la recommandation parce qu'il me semble à partir de ces 2-3 verres, c'est là où on augmente considérablement les risques de maladies cardiovasculaires. Je crois qu'on s'appuie surtout sur cette donnée-là pour l'alcool. Et ça représente, alors je crois que c'est 15 verres par semaine. Du coup, on ne fait pas 3 fois 7, ça ferait 21. Si on étend sur la semaine, ça serait plus que 15. C'est le guideline un peu des recommandations généralistes publiques, quoi. Mais voilà, ça résonne en termes de chiffres. Au-dessus de ça, on se dédouane de toute problématique. Bah, Au-dessus, ça devrait aller. c'est Recommandation le de problème. Tu mondiale de sais, la santé. ouais, sur le module 3 où on a parlé de la digestion, on était un petit peu contraint de donner ces chiffres, mais pour te donner un exemple, je ne sais plus, mais la constipation, il fallait ne pas être à sel pendant 3 jours sur une durée de tel mois, avoir tant de poids des selles pour être considéré comme constipé. Donc tu vois, c'est pour donner un Mais qui aperçu. va peser ses selles? Ouais, en pratique, c'est compliqué. C'est pour ça que tu vas voir, je vais vite en venir à des choses un petit peu plus réalistes, quoi. Euh, D'accord. donc Mais je voilà. pense qu'il y a quand même des gens qui doivent le faire pour que ce soit mentionné. C'est ça le pire. Oui, bien sûr. Mais ouais, c'est le problème entre guillemets. Donc, il faut juste retenir qu'en pratique, et on en revient toujours à la même conclusion, la consommation excessive d'alcool, elle va dépendre de chacun, des conditions de chacun et qui plus est à un instant T. Donc, comme je te disais, à partir de 2 verres consommés, quand on dépasse la norme, entre guillemets, il y aurait d'ores et déjà un impact assez sérieux sur nos différentes hormones et sur nos statuts en vitamines et minéraux. Il ne faut pas oublier que l'alcool, c'est une toxine. Et en fait,
notre organisme, son but, c'est de s'en débarrasser de manière prioritaire. Bon, j'ai Will et Rémi qui n'arrêtent pas de marceler de messages. Je ne sais pas si tu les vois défiler. Bon, bref. Non, mais je les entends. Voilà. Rémi et Will, s'il vous plaît, arrêtez de m'envoyer des messages. Voyeur, c'est insupportable. Alors, donc, ouais, l'alcool, on peut la considérer comme une toxine. Et ces toxines, elles ont le potentiel de perturber ce qu'on appelle le flux normal d'électrons vers l'oxygène. Et ainsi, ça pourrait produire de grandes quantités de radicaux libres, si vous êtes familier avec les termes, qui peuvent générer par la suite divers dommages structurels et chimiques qui impliquent littéralement tous les systèmes de la cellule. Donc en fait, l'alcool, on dit l'alcool éthylique, il peut avoir ses effets et causer ces fameux dommages oxydatifs en permettant à nouveau, je me répète, un excès d'électrons qui s'accumulent dans la cellule. Et gardez l'idée que ça vient perturber l'équilibre général de ces cellules. Pour faire le lien avec le fructose que vous voyez dans vos alliés potentiels, le fructose, il aurait la capacité d'éliminer l'éthanol du corps bien plus efficacement que le ferait le glucose, par exemple. Donc, si on devait donner une astuce pratique, bon, bah, pourquoi pas consommer un fruit ou même un jus de fruits pressé autour de votre consommation d'alcool. C'est pourquoi pas avant, pourquoi pas pendant, pourquoi pas après. Le jus d'orange sans pull pourrait aussi la capacité d'inhiber la production d'endotoxines. Je vais en revenir un petit peu plus loin. Décidément, ils sont très actifs. Donc voilà. Et en plus de cela, le fructose, il aurait la particularité d'empêcher les dommages oxydatifs en maintenant ou en restaurant, je ne sais plus exactement les termes, mais l'équilibre redox de la cellule. Donc le fructose, c'est un précieux allié quand on consomme de l'alcool. Bien sûr, on ne vous encourage pas à vous envoyer entre guillemets des pina coladas sous prétexte qu'il y a du sucre et du fructose. Ce n'est pas du tout l'idée à retenir. Mesurez vraiment mes propos. Ensuite, si on devait parler de conséquences négatives ou de moins sur une consommation abusive d'alcool, la première chose qui me viendrait en tête, c'est que ça nuirait à la fonction immunitaire. On sait que cette fonction immunitaire est particulièrement importante, surtout dans ce contexte actuel, mais il faut aussi que vous gardiez en tête l'environnement général. Pendant les fêtes de Noël, vous serez potentiellement amené à moins dormir. Et on sait aussi que le sommeil va réduire la fonction du système immunitaire. Donc c'est un peu cet effet cumulé des choses qui rendent la situation problématique et pas simplement la consommation d'alcool à un instant T. Donc voilà, voyez l'effet cumulé des choses. Par exemple, je vous ai dit le sommeil, mais il y a plein d'autres choses qui peuvent inhiber le fonctionnement du système immunitaire. On pourrait parler des acides gras polyinsaturés, mais on ne va pas s'étendre là pour ces débats. Je vous encourage à aller voir si jamais le module dédié aux lipides sur notre formation. Au-delà, le système immunitaire, l'alcool pourrait perturber l'intégrité de notre microbiote intestinal, de notre muqueuse intestinale. On en a longuement parlé dans le module digestion à nouveau de notre formation. Si on vient entraver cette fonction de la barrière, ça laisserait la possibilité à davantage de toxines, et l'alcool en fait partie, de pénétrer en fait la circulation sanguine et continuer de perpétuer un cercle vicieux et créer des dommages un petit peu partout. Et là encore, les repas de fête ne nous aideraient pas parce qu'on vous le disait tout à l'heure, ils sont aussi riches en graisse. Et on a pu voir à maintes reprises qu'un surplus de graisse alimentaire, pouvait engendrer une production accrue d'endotoxines et finalement n'importe quelle graisse, on parle de graisse polyinsaturée ou saturée, c'est à des choses près la même chose, ça pourrait accroître cette production d'endotoxines et ça viendrait nuire à nouveau au fonctionnement du système immunitaire et au fonctionnement du système digestif dans sa globalité. Outre le fructose, il y a certaines données qui suggéreraient que la glycine, donc la glycine, on peut la prendre sous forme de complément ou alors on peut la trouver dans des bouillons d'eau. J'ai écrit tout un article là-dessus, il est disponible gratuitement, donc allez le consulter si ça vous intéresse. La glycine, elle protégerait contre l'accumulation de graisse dans les lésions hépatiques induites par l'alcool. Donc, à nouveau, cette glycine aurait un rôle plus ou moins protecteur qui n'est pas négligeable à considérer dans cette situation précise. De quoi on pourrait parler d'autre? L'alcool. Est-ce que tu rajouterais la vitamine E sous forme de mixte tocophérol ou de tocotriénol peut-être? Justement, Ouais. quand tu parles d'acide gras
polyinsaturés ainsi que d'alcool. Ça pourrait être intéressant pour limiter les problématiques liées à ces aliments. Alors ouais, carrément. Le lien entre la vitamine E et la protection des effets de l'éthanol, je ne l'ai pas, mais en revanche, pour les acides gras polyinsaturés, ça serait clairement intéressant. Will le conseille depuis le début, entre guillemets, mais déjà avec son livre Dans les secrets de la sèche, où il parle d'un certain seuil de vitamine E à ingérer en fonction de la vitesse en fait, de perte de graisse. Donc, j'ai plus les données exactes en tête, mais si on devait garder une idée simple, c'est que il y aurait un effet domino en fait dans les cascades de conséquences négatives des acides gras polyinsaturés. Et la vitamine E, elle viendrait hop, stopper la chaîne de domino, si tu veux, d'effets négatifs. Donc Ouais. elle serait intéressante, surtout dans ces périodes où on va en ingérer beaucoup, malgré nous, qu'on fasse attention ou non, on n'aura pas tellement le choix parce qu'ils sont un petit peu dissimulés partout, ces AGPI. Donc ouais, la vitamine E carrément peut être intéressante dans ce type de repas. Ouais. Le peu que je connais de la vitamine E, qui est considérée comme étant un antioxydant, la nature met de la vitamine E, entre guillemets, dans les Ouais, ouais, aliments très carrément. riches en graisses polyinsaturées pour limiter l'impact négatif des graisses polyinsaturées. Mais le problème de la cuisine de grand-mère, c'est qu'il y a des graisses polyinsaturées un petit peu partout pour les fêtes de Noël ou de manière générale, mais que c'est uniquement des graisses polyinsaturées sans la vitamine E. Et du coup, je pense que lors d'un excès calorique, où ces graisses polyinsaturées vont se stocker dans notre tissu un petit peu pour limiter l'effet négatif, ça pourrait peut-être être intéressant Mm. d'avoir cette vitamine E, je pense. Alors, Après, j'ai pas d'études en tête, c'est juste du bon sens et ma ouais, personnelle réflexion. ok. Ouais, bien sûr, c'est comme tu dis, c'est du bon sens. Parfois, on se sent un petit peu obligé de s'appuyer sur la science, mais c'est vrai qu'avec un peu de jugeote, un peu de déduction et un peu de cohérence, on arrive à poser des arguments qui sont valables sans pour autant avoir une étude scientifique à l'appui. Euh, Ouais, je suis désolée, moi je suis beaucoup moins scientifique, je suis plus sur le terrain. ouais, non, mais c'est tout à ton honneur et c'est parfois bien plus pertinent, tu sais, que de bêtement citer la science. Donc, non, aucun souci. Le lien qu'il pourrait y avoir entre AGPI, alcool et oestrogène potentiellement, parce que ils vont de pair en fait ces AGPI et les oestrogènes. Et on sait que l'alcool augmente l'activité de l'aromatase. Donc l'aromatase c'est une enzyme, ou plutôt, si on veut être plus précis, un complexe d'enzymes qui permet de produire des oestrogènes. Donc l'alcool il favoriserait la hausse de ces oestrogènes, il y en a plusieurs. Et même en plus de cela, l'alcool, il contiendrait directement des oestrogènes comme le resveratrol, il me semble, qu'on trouve dans l'alcool. Et en plus, il y aurait même un coup de massue final parce que normalement, c'est le foie qui est en charge de dégrader ces oestrogènes. Sauf que, comme je vous le disais, l'alcool, il est interprété par notre corps comme une toxine. Donc, il doit être éliminé en priorité. Et donc, en fait, le foie, au lieu de s'occuper grossièrement des oestrogènes, il s'occupe d'éliminer l'alcool. Donc, son travail, ça ne permet pas à son travail de s'assumer et de s'assurer pleinement, quoi. Parce qu'il doit gérer en priorité l'éthanol. Et bon, voilà. Après, il y a certaines données qui suggèrent que le vin rouge euh, pourrait inhiber l'activité de l'aromatase, donc potentiellement ça serait anti-oestrogénique, mais c'est à vérifier. Et puis j'ai plus l'étude en tête. Mais tu sais, il y a cette fameuse phrase populaire: consommer un verre de vin rouge par jour serait bénéfique. Alors peut-être que c'est lié avec cette réduction des oestrogènes, je ne sais pas. Ouais, je sais pas non plus. Bon, Bon, personnellement, j'ai rien à dire, je bois pas d'alcool, donc ouais. Bon, à la limite, ouais, le vin rouge peut-être serait l'option la plus raisonnable dans la mesure d'un juste milieu raisonnable à nouveau. ouais, si on aime ça. Ouais, si on aime ça. Je vous ai exposé un petit peu tous les effets négatifs. Alors, je ne les ai pas tous exposés parce qu'on aurait pu parler des baisses des hormones thyroïdiennes liées directement à l'alcool. Mais globalement, voilà, c'était les principaux. Il faut savoir, et là peut-être je vais vous surprendre, mais l'alcool n'a pas que des effets négatifs parce que consommé dans un certain contexte, dans des circonstances bien particulières, et j'insiste, l'alcool pourrait avoir des effets positifs, mais nuancez absolument mes propos. Et pour cela, je vous invite à aller consulter le post Instagram de Clément Noblet où il avait pris le soin d'exposer les effets potentiellement positifs de l'alcool. Donc il y a tout un contexte derrière, c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre ce que je vous dis avec des pincettes. Mais allez le voir, c'est hyper intéressant parce qu'on a tendance à dire, ok, l'alcool dans une moindre quantité, ça peut être néfaste. Pas forcément. Donc à nouveau, allez le voir si le sujet vous intéresse. On a parlé du fructose, on a parlé de la glycine. Si vous voulez limiter
les potentiels problèmes digestifs, parce que les repas sont très importants pendant les fêtes, vous avez la solution du charbon actif. On l'a beaucoup détaillé dans le module 3 digestion, dans les mots gonflement, gaz et ballonnement. Le charbon actif, il serait intéressant surtout à titre curatif et pas préventif. Malgré tout, l'EFSA, j'ai l'acronyme, mais je ne sais plus exactement à quoi ça correspond. Académie Sécurité Européenne, je ne sais plus exactement, l'EFSA, donc bref, c'est une institution publique, recommande de prendre le charbon actif avant le repas et après le repas. Et c'est des doses minimes, on parle vraiment de 1, 2, 3 grammes maximum. Donc c'est très peu, mais ça aurait des effets vraiment importants sur l'excès de ballonnement et de gaz après des repas hyper importants. Et puis D'accord. surtout, ça a moindre effet secondaire. Je me permets de vous donner ces exemples parce que d'un point de vue balance bénéfice-risque, c'est ce qu'on peut se permettre de donner en prenant le moins de risques possible, hein, que ce soit la glycine, le charbon, le fructose, ça reste globalement sans risque. Et puis, on vous donne les huîtres aussi en exemple parce que c'est vrai qu'on les retrouve souvent sur les tables des fêtes. Et puis les huîtres, on pourrait en parler pendant vraiment un moment, mais gardez en tête que c'est une ressource incroyable de micronutriments. On a parlé des effets sur le stress oxydatif lié avec l'alcool. Vous avez dans les huîtres beaucoup de sélénium qui peut être un antioxydant génial, qui pourrait même être utilisé si on souffre de cholestérol un peu trop élevé. Enfin bref, là je dérive un petit peu, mais voilà, les huîtres pour leur cuivre, leur zinc, leur sélénium sont de super apports à intégrer dans vos repas de fête. D'accord. Peut-être que j'ajouterais quelque chose, mais c'est très anecdotique, c'est uniquement de mon expérience personnelle. Moi, que ce soit un repas libre ou un Tupperware que je mange comme au quotidien ou mes repas habituels, euh, je peux mal digérer comme très bien digérer dans les deux cas. Ce qui change si je digère bien ou non, c'est souvent les personnes autour de moi. Je suis très sensible, très émotionnelle. Et s'il y a des gens qui me stressent, même sans qu'ils le veuillent, hein, juste de par le ressenti, eh ben, je vais mal digérer. Et si c'est le cas, je sais que je vais me faire un petit fond de verre de shot de vinaigre de cidre bio et ça va calmer le tout. Alors, c'est très puissant, hein, c'est pas évident, mais moi, je sais que ça calme tout et après, tout va bien. Donc, Ok. si jamais peut-être à tester, si certains sont motivés, moi, Bah, je trouve que ça fonctionne bien pour moi. tu sais, c'est pas si anecdotique que ça parce qu'il y a un lien très précis entre le vinaigre et la régulation de la glycémie. Donc tu vois, peut-être que finalement, tu peux avoir ton côté rationnel derrière ton ressenti, euh, parce que tout simplement, ingérer un peu de vinaigre pendant les repas peut aider à mieux utiliser le glucose, en fait. Non, c'est après le repas quand ça bleu-blotte un peu plutôt. Tu prends après le repas quand ça bloblote un peu. Ça, quand j'ai été stressée par des gens, en fait. Ouais. Ben, écoute, encore une fois, tu vas me permettre de faire le lien avec la dernière slide, parce qu'à nouveau, il n'y a pas ce qu'il y a dans l'assiette qui compte, il y a l'environnement général et le côté social. Donc là, on arrive à un sujet un petit peu délicat, mais que tu maîtrises avec beaucoup de nuances et de douceur. Donc je vais te laisser parler un petit peu de ce cas qui est bien spécifique autour des troubles du comportement alimentaire. Si tu le veux bien, Ilénia. Ouais. Bon, déjà, je suis pas du tout une professionnelle ou diplômée, quoi que ce soit. C'est juste que j'ai connu des amis, énormément des camarades de classe. J'ai été moi-même dans les troubles alimentaires. J'ai eu des clientes qui étaient dans cet état-là. Donc, bien évidemment, je prends pas toute la responsabilité de ce trouble, de cette maladie, si je puis dire ça ainsi. Euh, pour moi, en fait, c'est toujours un thérapeute et moi, je donne quelques pistes. Ouais, Et super. parfois, ça évolue et parfois pas forcément. Mais souvent, il y a plutôt des bons résultats. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le problème souvent des TCA n'est pas forcément lié à l'alimentation, mais plus à autre chose doit être comblé par l'alimentation ou par une surrégulation, un surcontrôle de l'alimentation. Donc voilà. Et bon, après, je ne vais pas faire tout un roman là-dessus, mais en gros, le problème des troubles alimentaires et des repas libres et des fêtes et ce genre de choses, c'est qu'il y a énormément de pression. Souvent, quand on a des troubles alimentaires, on a des prises, perte de poids durant l'année et on change énormément d'un point de vue physique. Et concrètement, les gens à la table de fête vont nous dire « Ah, t'as pris du poids. Oh, t'en as perdu, c'est pas beau. » Donc, il va y avoir déjà pas mal de jugements par rapport à ça. Et en plus de ça, il y a tous les aliments qui sont interdits souvent dans les troubles alimentaires, tout ce qui est très gras, très sucré, très calorique en fait, qui vont être mis sur la table.
Et on va être un petit peu forcé inconsciemment de goûter à tout parce qu'il y a Tati qui a fait la bûche de Noël, il y a Mamie qui a fait la dinde et il y a de tout en fait qu'il faut goûter. Ouais, ouais. Souvent, c'est ça. Et c'est très, très, très stressant. Bien sûr, il y a plein de cas alimentaires. Bien sûr, il y a plein de repas types à Noël. Mais de manière générale, tous les gens que j'ai connus sous troubles alimentaires, moi y compris, les fêtes sont très, 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 très stressantes. Parce qu'il y a une accumulation de choses qui nous angoissent. Et quand on est dans des troubles alimentaires, on a besoin de tout contrôler. Et là, on ne peut pas contrôler. Et c'est les autres qui nous imposent un peu des choses. Et limite, on se sent gavé par les autres qui nous donnent des propos qui nous gavent. Et on se sent gavé par l'alimentation où les autres nous forcent limite à manger. Donc, c'est très, très, très stressant. Et en plus, il faut gérer notre mental, toutes nos réflexions, toutes nos pensées où on se dit « Ah, mais telle personne est en train de me juger, telle personne est en train de regarder ce que je fais. Ça va être mal jugé, ça va être mal interprété. » On est vraiment en train de stresser, alors qu'en fait, ça devrait juste être un moment de bonheur. Donc, des petits conseils simples pour les gens qui souffrent de troubles alimentaires. Ouais. Essayez déjà de voir si vous avez un thérapeute. Si ce n'est pas le cas, peut-être d'essayer d'en découvrir, de voir quel thérapeute pourrait vous convenir ou non et de ne pas rester avec un thérapeute qui ne vous plaît pas. Et de voir avec votre thérapeute qu'est-ce qui est possible de mettre en place dans votre situation. Parce qu'il y a tellement de troubles alimentaires, même pour un trouble alimentaire très précis, il y aura des solutions différentes. Voilà. Donc, essayez de voir avec vos thérapeutes ce qu'ils vous conseillent pour vous, qui vous connaît normalement, et essayez d'en parler avec vos proches. Je sais que c'est très, très dur parce que c'est une maladie qui veut qu'on se renferme sur nous, qu'on n'en parle pas, qu'on vive la maladie avec elle-même et nous. Parce que moi, je le voyais comme étant une personne et que vraiment, on n'en parle pas. Qu'on fasse notre trouble, entre guillemets, mais que les autres ne le savent pas et que c'est à cacher. Donc, c'est très dur d'en parler. Mais le fait d'en parler aux autres, de leur dire, bah voilà, c'est pas évident d'en parler pour moi, je ressens énormément de douleur, j'ai des troubles avec l'alimentation, ça s'appelle comme ça. La personne devrait normalement, si elle vous aime, peut-être faire des recherches et essayer d'être compréhensive, essayer de vous épauler, peut-être vous donner des suggestions pour vous améliorer. Vous les prenez pas, on s'en fout, vous n'êtes pas obligé de prendre les conseils de tout le monde aura son mot à dire, parce que tout le monde mange et tout le monde se croit nutritionniste. Mais ça, à la limite, on s'en fout. Mais le plus important, c'est que vous dites à votre entourage et à vos proches qui ensuite, s'ils vous aiment, normalement ne devraient plus vous juger, ne devraient plus vous mettre la pression et être bienveillants avec vous. Et moi, ma famille, depuis qu'ils ont compris que j'avais eu des troubles alimentaires et ensuite que je me suis soignée et ensuite que j'ai fait toute une phase où j'étais dans le déni total de Noël parce que j'aime pas les religions, parce que c'est un truc de consumérisme qui est ridicule et tout ça. Maintenant, j'ai pris la distance avec tout ça, je suis pas en prépa, je suis plus végane extrémiste, j'ai trouvé un équilibre par rapport à l'alimentation, j'aime bien manger en bonne quantité, j'aime bien voir mes proches, donc il n'y a plus de soucis par rapport à ça. Mais en plus de ça, maintenant, mes proches, ils ont été éduqués par rapport au rapport que, entre guillemets, ça peut être stressant de dire à certaines personnes, bah mange de mon plat, je l'ai préparé, il faut que tu le goûtes. Ou alors, tu as changé de poids, parce que moi, j'ai des fluctuations de plus ou moins 20 kilos, et même ma famille maintenant, bah, ils me disent absolument plus rien, ils vont jamais me dire, ah, mais tu dois manger plus, ah, mais tu manges trop, ou comme ça. Pourtant, bah, là, bah, j'ai eu des troubles alimentaires, j'ai eu des phases, entre guillemets, avec mon éthique qui a énormément fluctué, maintenant mon poids fluctue bien, mais je me sens bien, je me sens super bien, j'ai pu discuter avec mes proches, ils sont au courant, ils sont respectueux et ils veulent que je me sente bien. Et c'est de même de moi pour eux. Parce que si aussi vous vous mettez à être irrespectueux envers vos proches, ce qui est le cas des fois quand on a des troubles alimentaires, quand on se sous-alimente, on est exécrable avec nos proches. On les juge énormément et en fait, inconsciemment, eux aussi ils vont reproduire le même pattern vers nous. Donc voilà, j'espère que j'aurais pu donner des pistes. Ça a été Par hyper. rapport à ça. Tu l'as très bien amené, je trouve, avec beaucoup de douceur, de légèreté, de compassion. Donc, c'est génial. Merci à toi. Euh, alors, toi, tu as peut-être eu cette chance, bien que je déteste ce mot, mais d'avoir pu échanger avec tes proches. Ils comprennent un petit peu plus ce que c'est maintenant. Mais C'est pour ça. les familles qui ne savent même pas ce que c'est des TCA, ne savent même pas que de telles maladies, parce qu'on parle de maladies, hein, n'existent ou ne peuvent être associées avec l'alimentation ou la nutrition, c'est compliqué pour ces personnes-là de l'amener et surtout de faire comprendre que ça se distingue complètement de choix. C'est-à-dire qu'on l'a mentionné sur la slide, ce n'est pas un choix délibéré. On n'a pas fait le choix d'en souffrir. Ce n'est pas du tout lié avec des convictions éthiques ou nutritionnelles. Et ça, en fait, Mhm. les proches qui ne sont pas sensibilisés à ça, ils pourraient confondre avec ces motivations-là.
des Et caprices, une envie de perdre du poids juste comme ça, alors que voilà. c'est vraiment une obsession profonde. Et le problème, c'est que des fois, les proches, ils veulent bien faire et ils donnent des conseils, si je puis dire, qui sont des fois un petit peu stupides, soyons honnêtes. C'est genre, Mm. arrête de manger quand tu fais de boulimie et qu'on ils le voient. Ou mange quand on est trop maigre et qu'on mange pas assez. Ouais, Ça c'est va pas tellement régler la subtil. source du problème. La source du problème, dans la plupart des cas, n'est pas alimentaire du tout. Ok. Donc, Moi, dans mon cas, pour donner quelques pistes, c'était lié à mon adolescence, au fait que j'avais juste tout ce qui ne me convenait pas. Avec ma famille, je les adore, mais on n'est pas fait pour vivre ensemble. Et j'ai besoin d'énormément de liberté. J'étais le premier enfant et j'ai des parents profs. Ils me mettaient quand même pas mal de cadre, si je puis dire. Et moi, j'avais besoin énormément de m'exprimer, énormément de liberté, énormément de découvrir qui j'étais, de tester, de m'en prendre plein la gueule, mais de tester et de vivre ma vie, de voir ce qui fonctionnait pour moi ou non. Et c'était pas forcément évident pour mes parents. Et j'étais assez violente et j'ai aussi eu du harcèlement. J'ai vécu des choses pas forcément évidentes quand j'étais adolescente. Et du coup, quand on se construit, qu'on n'arrive pas à exprimer qui on est, et qu'on est réprimé, et ben, j'étais très agressive et violente avec mes parents et c'est allé aussi dans l'autre sens. Donc voilà, il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Il y avait un manque de sommeil aussi. Je dormais 4-5 heures par nuit, alors que moi, maintenant, en dormant de manière instinctive, donc en me réveillant sans réveil, je dors entre 8 à 10 heures. Ça dépend si je suis en sèche, si je fais les jambes, si je mange beaucoup ou non, ça change beaucoup. Mais voilà, il y a énormément de choses qui ont fait que dans ce contexte-là, ça n'allait pas. Et dès que j'ai eu 18 ans et un mois, je suis partie et j'ai tout recommencé à tout reconstruire, même mon diplôme. Je suis partie de ma ville, je suis partie de chez mes parents, je suis allée vivre avec Will. J'ai commencé en tant que serveuse. J'ai payé mon diplôme de coach sportif parce que je savais que je voulais travailler dans ce milieu et que c'était mon kiff. Et dès que j'ai quitté cet environnement, parce que c'était l'environnement qui faisait que je devais le combler d'une autre manière. Dès que j'ai quitté cet environnement, j'ai plus jamais eu un pattern de troubles alimentaires ou quoi que ce soit. Plus jamais. C'était vraiment, entre guillemets, une sorte de réponse de mon corps inconsciente face à un mal-être. Et donc, j'ai dû traiter ce mal-être à la racine, à la source, et puis me dire, bah les couilles, je me barre, ça me revient pas, ça me revient pas. J'attends l'âge légal pour partir. J'ai pas de formation et tout, je vais recommencer à zéro, puis ça ira très bien. Et ça s'est bien passé. Et maintenant, tout se passe bien. Et puis, j'ai une super relation avec mes parents qui est très saine et qui est vraiment belle et on s'entend super bien maintenant. Ce qui n'était pas forcément le cas quand j'étais malade et que j'étais pas bien. Donc voilà, il faut vraiment essayer d'être honnête avec soi-même et de voir ce qui ne va pas et d'où vient ce trouble alimentaire. Quand est-ce que ça a commencé? Qu'est-ce qu'on essaie de combler? Ce genre de choses. bon, merci Lénia Voilà. pour le partage de ton expérience perso. Je suis sûr que ça va être très nourrissant pour beaucoup de personnes. Euh, Non, pour- mais tant mieux si ça aide des gens, c'est le plus important. je pense, hein, sans vouloir m'étendre, je C'est suis sûr. tellement horrible comme maladie, on se sent tellement piégé et on se dit mais demain j'arrête, demain je fais plus de troubles, demain je fais plus de crise, demain je remange. Ouais. Puis on tombe tout le temps dedans tant qu'on ne trouve pas la source du problème en fait. Il faut trouver cette source du problème. Il faut pouvoir aussi creuser et replonger dans son passé pour comprendre cette origine. C'est pas quelque chose de facile. Ilenia n'est pas du tout en train de vous dire que la tâche sera simple. Au contraire, ça demande beaucoup d'efforts. Et voilà, en tout cas, Et moi, beaucoup d'honnêteté et de bienveillance vis-à-vis de soi-même. tu sais, bon, c'est pour faire un petit lien, mais le docteur Pitt dit que quand il y a un problème, qu'importe, hein, on va rester très général, il faut pouvoir être prêt à reconsidérer la totalité de son environnement. Alors ça fait peur parce que ça fait un peu effet montagne et c'est infranchissable. Ok, je commence par quoi? Bon, il ne faut pas le voir comme ça, mais malgré tout, il faut quand même l'avoir en tête, de se dire tout peut être une cause potentielle et il faut essayer de tout examiner. Ouais, c'est ça. Être capable de se remettre en question, de se reformer, de changer notre quotidien, notre environnement et d'être résilient face à notre avenir. Ça aurait pu être une belle conclusion, mais on n'a pas terminé. Donc, donc on va passer à la slide suivante. Mais voilà, gardez l'idée que sur le papier, trouble du comportement alimentaire, et on a pu voir avec Ilenia que l'origine n'était pas forcément dans l'alimentation. Alors, ne tombez pas dans les pièges des mots. Voilà, ce qu'on peut Oui, peut-être. ça peut Un peu, parfois. oui. Ouais. Il y avait des crises de boulimie parce qu'elles se sous-alimentaient et elles mangeaient des aliments à la mode que certaines fit girls ou même certaines nutritionnistes conseillent. Et que du coup elles se sous-alimentent et que du coup elles craquaient. Mais ce n'était pas des troubles alimentaires d'un point de vue, si je veux dire,
si je puis dire, vraiment profond en fait. En changeant juste les habitudes, là, tout se règle. Donc, si je peux dire, c'est des troubles du comportement alimentaire, mais qui ne sont pas ancrés, qui ne sont pas d'un point de vue trouble émotionnel profond, entre guillemets. Ouais. Enfin, je pense qu'il y a vraiment différents stades de troubles alimentaires. Je n'ai pas du tout étudié ça, mais je pense qu'il y a vraiment une complexité et différents stades qui touchent différents plans de la vie, en fait. Ouais. Bon. En tout cas, c'est un sujet, un gros sujet. Donc voilà, Ilenia vous a donné quelques éléments. Bien sûr, ça mériterait d'être couvert Ouais. de manière beaucoup plus Sûr, précise. vous pouvez apprendre plein de choses en lisant des livres dessus qui sont beaucoup plus structurés que ma pensée, mais c'était juste ce que j'en ressens, ce que j'ai expérimenté, ce que j'ai vu avec plusieurs personnes en fait. C'est déjà très Voilà. courageux, je trouve, et très, très beau de pouvoir le synthétiser avec autant d'aisance. Donc, à nouveau, merci. Ok, bon, on passe à nouveau à du pratique. Juste derrière, on vous parlait de l'importance de pouvoir communiquer avec ses proches. Donc là, typiquement, on va imaginer des scènes avec Ilenia et surtout des propos que pourraient tenir vos proches. Euh, Parce que clairement, il ne faut pas se leurrer. On est catégorisé, hein. Quand on sait qu'on est dans le milieu, entre guillemets, de la nutrition, qu'on fait ses recherches, du moins qu'on est sensible à cela, vous pouvez être sûr que quelques remarques vous seront tendrement glissées au creux de l'oreille, en fait, si on peut dire. Et donc, quelles sont ces remarques, Ilenia? Est-ce que toi, tu en as une qui te vient spécifiquement en tête ou, euh, ou pas là? Qu'est-ce qu'on pourrait qu'est-ce qu'on t'a Moi, je déjà pense dit? un petit peu au repas que j'ai en famille, mais pas Noël, mais famille, toute la famille des grands moix, donc ça fait du monde. La fête de famille en été, c'est la famille des moix, la fête de famille de la vallée qu'on fait. Et concrètement, la dernière fois, il y a eu des gens qui m'ont touché les biceps sous les épaules pour voir si c'était bien dur et qui m'ont bien resservi du fromage pour les protéines et pas d'alcool pour la récupération. Enfin, il y avait plein de clichés et tout le Ouais, monde ok. rigolait un peu de ça, quoi. Mais quand on est dans le milieu du sport ou comme ça, que ce soit un homme ou une femme, malheureusement, on a un peu tous les clichés qui nous tombent sur la tête et Ouais, voilà, c'est drôle, quoi. ouais. Alors, on va essayer de reprendre les choses dans l'ordre. Peut-être que vous aurez la chance, entre guillemets, que vos proches ne vous disent rien, ou du moins qu'ils ne soient pas virulents avec vous et qu'ils vous amènent les choses avec humour et légèreté. Mais euh, on veut vous dire tout simplement que si on ne vous embête pas, ne cherchez pas les problèmes. Si on ne vous demande pas de vous justifier, n'essayez pas le moindre truc pour essayer de rebondir et rentrer dans vos gonds pour dire non, mais c'est parce que je fais ça pour ça. Donc voilà. Si on vous attaque, non, mais parce que moi, ça m'est arrivé hein, déjà hein, de chercher la moindre faille, le moindre truc, et même, tu sais, alors, ok, je pose le décor. J'ai un proche qui est à côté de moi et qui dit ah non, je me resserre pas de ça parce que c'est pas bon. Ouh, j'ai envie, tu sais, de dire mais si, vas-y, ça c'est des bonnes graisses et tout, donc tu peux y aller. Mais non, en fait, ne faites pas comme moi. Si on vous cherche pas les ennuis, ne les cherchez pas, ne cherchez pas la petite bête et ne cherchez pas systématiquement à vous justifier si on vous a rien demandé. Ça, ce n'est que mon avis, mais peut-être si vous voulez Ouais. passer un Noël tranquille et serein, évitez les problèmes. Ensuite, si on vous attaque ouvertement, et bon, je prends des mots un petit peu extrêmes, hein, souvent ce n'est pas des attaques, on est dans un contexte familial, ça se veut un petit peu bienveillant, mais si certaines des remarques peuvent vous tiquer, essayez de chercher l'intention de vos proches. Peut-être essayer de faire preuve un petit peu d'empathie, même si ce n'est pas le mot approprié, mais essayez de cerner ce qu'ils veulent sous-entendre à travers leurs questions. Est-ce que c'est profondément malveillant et il y aurait peut-être même un peu de jalousie derrière? Ou est-ce que c'est vraiment de la curiosité? Parce que c'est important de pouvoir distinguer les deux, parce que votre réaction forcément ne sera pas la même. Si vous voyez vraiment que l'échange est courtois et que vraiment la personne s'intéresse et elle veut juste en savoir un petit peu plus sur votre approche, eh bien, essayez un petit peu d'anticiper les choses, quitte à avoir des arguments un peu préétablis, mais pour pouvoir répondre, c'est important. Moi, le premier, hein, on a entamé ce projet Résilience il y a quelques mois. Beaucoup de mes proches me questionnent et c'est ultra important de pouvoir l'expliquer simplement et de pas, comment dire, quand on parle nutrition, les gens ont peur. Il ne faut pas se leurrer. Ouais. Souvent, on parle Surtout quand on est passionné, on a envie d'aller dans les détails, mais les gens, ils s'en foutent des détails. ouais. Mais moi, je le vois, hein, les gens ont peur, ils se disent oula, oula, il va falloir que je fasse attention, j'ose pas. Ou de suite, ça se rapporte à cette notion Ils culpabilisante. culpabilisent, Ouais, ce genre de choses. c'est presque automatique. Et souvent, on va me dire ah oui, mais alors moi, j'ai mangé ça, tu crois que c'est bien? Et de suite, hop, 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 vite, c'est bien, c'est pas bien, c'est bien, c'est pas bien. Non, mais Ouais, ouais.
Ça, je connais bien, mais du coup, moi, je préfère vraiment éviter ce genre de discussion parce que, en fait, après un moment, ça me saoule tellement que je m'en fous, en fait, de la vie de ces gens. S'ils ont vraiment envie d'évoluer, bah voilà, on fait une vraie discussion. Mais si c'est juste une question comme ça, on va pas se mettre à débattre sur est-ce que les patates, c'est si sain que ça, en fait. Ouais. Ben, Moi, j'ai envie de manger, j'ai envie de passer un bon moment. Et en fait, le fait de trop débattre par rapport à l'alimentation, surtout que cette personne va dire ah, mais mon médecin m'a dit ci, ah, mais j'ai lu sur Internet ça va se mettre à avoir un débat malsain à table, alors que le but, c'est juste de se réunir et de passer un bon repas. Donc, moi, je préfère rester vraiment large, bienveillance, pas prise de tête, et dire que ça fonctionne bien pour moi, pour plusieurs personnes que je connais. Puis voilà, pas aller plus loin que ça. comme tu le dis, la conclusion qui rassure et qui met tout le monde d'accord, oui, mais alors je pense que c'est bien pour moi. Donc concrètement, je ne suis pas en train de te dire de faire pareil. C'est une solution facile, entre guillemets, qui est profondément juste parce que, on le répète assez souvent, tout est une question de contexte, tout est une question de personnalisation et d'individu. Voilà, on est tous différents, on a tous nos conditions en instant T à nouveau. Donc, si vous ne voulez pas les problèmes, dites, pour moi, c'est bien, je peux me le permettre. Même si vous pensiez qu'elle pourrait aussi se le permettre, ne vous aventurez pas sur le terrain. Ou alors, vous êtes très courageux et vous maîtrisez très bien votre sujet et essayez, allez-y. Et moi, je vous y encourage parce que je lâche pas le morceau. Quand les gens me demandent si c'est bien ou c'est pas bien, il est bien, je te jure que j'ose encore dire ça dépend. Et j'essaye d'expliquer ce que veut dire la nuance. Mais non, mais c'est Oui, important. non, mais moi aussi, j'aime bien expliquer si on a le temps. Mais après, voilà, j'ai pas envie non plus de partir sur un coaching personnalisé avec une personne de la famille, quoi. Parce qu'après, sinon, plus personne n'osera rien prendre à table. Tout le monde va te regarder en Voilà, disant, voyons, qu'est-ce que tu manges, toi? suffit que cette personne en plus ait bu quelques verres pour que ça parte un peu en bourrique. Voilà. Donc, restez dans la maîtrise, restez dans le contrôle, quitte à ne pas dire la vérité, libre à vous. Hein. Vous dites, oh oui, vous faites un peu le naïf, vous voyez ce que je veux dire, vous vous protégez. Non, mais voilà, et puis j'aime bien ça, et puis j'ai vu que ça me faisait du bien, et puis regardez, je prends pas tellement de poids, donc ça devrait dire que c'est pas trop mal. Voilà, vous vous éparpillez un petit peu. Non, mais je suis très spontané, mais c'est parce que c'est tellement des choses que j'ai vécues que je me dis que bah, les gens qui seront confrontés là dans les prochains jours, eh ben, je leur souhaite beaucoup de courage, mais je leur souhaite aussi beaucoup de disponibilité d'énergie. Donc, à nouveau, n'arrivez pas avec vos repas en état de famine. Cardio, Comment? cardio à jeun et puis le Voilà. jeûne de 2 jours au préalable, Ouais. avec bien sûr 1 litre de thé par jour, du thé vert de préférence. Ouais, parce que là, ça sera le meilleur moyen de vous emporter et et de passer un mauvais Noël. Donc, soyez sur vos gardes, soyez en pleine maîtrise de vos arguments et de vos actes et restez cool, même si j'aime pas trop le terme. Voilà, échangez avec qui est prêt à échanger et laissez de côté les personnes qui sont un petit peu moins ouvertes et qui de suite veulent avoir des réponses directes avec du oui ou du non. Dans ces cas-là, ça sera très difficile, on en convient. Ouais. Petite expérience en tant que coach, j'ai l'impression que les personnes qu'on arrive le mieux à faire évoluer, Ouais. c'est souvent des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Alors moi, j'ai des amis, même des athlètes, copines que j'ai pu faire bien évoluer, j'en suis très très fière. Mais souvent, les proches de la famille ou des amis proches, c'est plus délicat. C'est plus délicat à faire évoluer, même s'ils viennent vers nous et qu'ils veulent vraiment payer le coaching et tout faire à 300%. Et qu'on le fait de manière très professionnelle. Les seuls petits soucis, les seules 2 personnes que j'ai dû rembourser sur 2 ans et demi, 3 ans de coaching, c'est uniquement 2 personnes que je connaissais. Hein. Ouais. Donc, souvent, les proches, même s'ils nous posent plein de questions, ils savent qu'on est dans la nutrition, on peut donner des pistes avec grand plaisir, mais de mon expérience, c'est pas forcément ce qui va le mieux fonctionner. Donc voilà, il faut être bienveillante avec ses proches, bien évidemment, leur donner peut-être des pistes. Euh, mais en coaching ou vraiment faire évoluer une personne, quand il y a un lien très proche, c'est pas évident. Et moi, je sais que pour moi, le pire coach de la Terre, c'est Will, même si je l'adore, il me convient absolument pas en tant que coach, même si je l'adore, mais ça ne va pas. La Oh, première à le remettre en question et à ne pas être d'accord avec lui, même sur certaines choses scientifiques. ouais. Voilà. Ouais, Mais on s'aime énormément, mais c'est juste que voilà, quand on est proche, je sais pas comment dire, mais c'est très rare de trouver un lien qui permet de mettre le doigt sur les bonnes choses qui permettent à l'autre d'évoluer. ouais, ouais. Moi, je Voilà. vois très bien ce que tu veux dire. Je pense que je pourrais rien ajouter de plus pertinent que toi, mais je comprends absolument où tu veux en venir.
parce que j'expérimente plus ou moins la même chose dans mon quotidien. Donc, ouais, si on devait vous donner un conseil, peut-être avec vos proches, entourez-vous d'eux bien sûr et écoutez leurs conseils et donnez leurs-en. Mais voilà, par souci d'objectivité, peut-être c'est le mot, peut-être voir ça avec quelqu'un de plutôt neutre, on va dire. C'est ça, et pas imposer sa philosophie. Moi, j'ai vraiment voulu imposer ma philosophie quand j'étais végane. Ouais. Et j'arrivais à la table quand j'étais ado avec ma famille et je disais, mais vous allez vraiment manger du cadavre? Enfin, voilà, c'est Ouais. pas avec ce genre de phrase qu'on aide les autres à avoir une conscience par rapport à certaines choses, en fait. C'est pas en imposant notre philosophie que... Si Oh. jamais Zélie et Will ont pu en parler sur un live Instagram, un petit peu dans le même état d'esprit que le nôtre avec Ilenia ce soir. Donc, allez le voir pour avoir des éléments complémentaires. Le prétexte de ce live, c'était pour parler du foie gras. Donc, Zélie a bien insisté là-dessus et Will a fait le petit lien avec notre foie gras humain pour le coup. Et c'était un échange ultra doux à nouveau et ultra intéressant. Donc, si cet échange avec Ilenia vous a plu, on vous encourage à aller voir celui de Will et Zélie. Ilenia, est-ce qu'on pourrait rajouter quelque chose ou on s'arrête là pour ce live? J'espère qu'on en fera d'autres avec grand plaisir parce que j'ai beaucoup adoré. Enfin, j'ai beaucoup adoré. Ça se dit pas. J'ai adoré notre échange. C'était super. On a compris l'énergie. On a compris l'énergie. Yes, bah franchement, profitez des fêtes, Ouais. ne stressez pas, on va y arriver. Très difficile à dire, on le sait, mais voilà, ne stressez pas. C'est ça, et si vous êtes en perte de poids, et bah, pensez à mettre une phase de maintenance calorique à calculer sur la semaine. Parce que peut-être que si vous êtes à 3000 calories le jour de la fête, mais que tous les autres jours vous êtes à votre maintenance de 2005, vous serez peut-être en surplus si vous considérez le jour des fêtes. Mhm. Parce que le jour où les calories ne comptent pas, je ne crois pas que ça existe, sauf erreur. Ouais. Bon, on espère que le webinaire vous aura plu. Toute l'équipe du projet se joint sûrement à moi pour vous souhaiter de belles fêtes. Et puis, de toute manière, on vous retrouve très vite sur nos différents supports. Et voilà, à l'année prochaine pour faire la phrase un petit peu bête. Ouais, super. Bon, à bientôt. Ah oui, merci beaucoup. Allez.